Nous retrouvons Adam Adjorno, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Eric Johnson, directeur de publication de l'Union pour la suite. On parlait de ce drame en Afrique du Sud. On passe à un autre drame, cette fois-ci au Maroc. 23 migrants ont péri lors d'une tentative d'entrée de près de 2000 clandestins d'origine africaine vendredi 24 juin dans l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc. Selon un bilan actualisé, Eric Johnson, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enclave de Melilla? Ben, écoutez, vous savez, l'immigration aujourd'hui, surtout de nos frères qui quittent l'Afrique pour se rendre en Europe, est devenue un véritable rouleau d'étranglement pour nos pays. Parce que, vous savez, les gens à la recherche de l'Eldorado quittent leur pays malgré eux pour se rendre en Europe, croyant qu'ils vont trouver le meilleur. Voilà. Et donc, à chaque saison, pratiquement, parce que je suis en train d'analyser et ce qui se passe surtout de la Méditerranée vers l'Europe, je constate qu'il y a des saisons où il y a beaucoup de migrants qui chercheraient à rentrer en Europe, soit par la mer, soit par d'autres canaux, mais qui finalement se retrouvent dans des situations dramatiques. Ce qui s'est passé à Mélinan, plus de 2000 migrants ont cherché à forcer l'entrée en Espagne. Mais il y a la police marocaine qui en a été pour quelque chose, parce que les décès des gens qu'on a retrouvés morts, c'est dans une bousculade. Parce que quand ils cherchaient à forcer la grille d'entrée, la police est intervenue. Et il y a eu des bastonnades, il y a eu comment je peux dire, un affrontement avec la police et les migrants qui étaient forcément à main nue. Et donc, lorsqu'il y a les bâtons, les matraques de la police et les gaz lacrymogènes qui sortent, évidemment, il va y avoir une débandade. Et dans la bousculade, les gens sont tombés, les gens sont morts. C'est l'image qu'on a eue. Et franchement, je ne sais pas, en parlant de ça, je suis très froissé, parce que quand je vois que au XXIe siècle, les gens vont encore chercher à rentrer dans un pays avec autant de difficultés, c'est dire que les gens parlent de l'évolution humaine, du développement humain, etc. Mais je dis que tout ça, ce sont des paroles. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, on dit le monde est devenu un village planétaire. Comme on le dit souvent. Mais visiblement, ce n'est pas un village. Hein. Ça, c'est pas un village. Sur le papier. Oui, c'est pas un village. Il faut regarder de quelle manière les frontières sont encore fermées. Vous savez, j'ai une idée en me disant que on pouvait laisser ces gens-là rentrer dans ces pays lorsqu'ils se rendront compte des difficultés, des réalités de ces pays. Ils retourneront chez eux. Ce n'est pas la première fois. Il y a des migrants qui sont passés par là, nonobstant les difficultés. Ils sont restés en Espagne, d'autres sont allés en France, en Europe du Nord et autres. Mais attends, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Tout le monde n'a pas comment dire, la même vie tracée.
Des gens sont en Europe depuis des années. Ils ne font rien. Ils cherchent même les moyens pour rentrer chez eux. Ils n'en trouvent pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui passent, nonobstant les frontières fermées, nonobstant les barrages et tout ça. Les gens forcent les choses, ils y vont. Mais est-ce que c'est tous qui réussissent? La majorité sont restés dans la mer. Dans la mer, oui. Ils sont morts. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là la vraie question. Aujourd'hui, dans nos pays... On va voir sans doute les solutions. Adam Adjronou, au même moment, il faut dire que l'Union africaine, par la voix de son chef de la commission, si c'est ça, je vais voir précisément. Oui, oui, le chef de la commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a dénoncé, il parle de traitement violent et dégradant de migrants africains. Au même moment, lui condamne cela. On voit l'Espagne qui avait, si on peut le dire, salué ce que le Maroc est en train de faire pour défendre ses frontières. Non, il faut comprendre là, c'est deux politiques diamétralement opposées. Pour la simple et bonne raison que l'Espagne a tissé des accords avec le Maroc et ces accords-là ont porté des fruits fonds recettes depuis des lustres. C'est d'ailleurs même ce qui amène depuis un certain bout de temps, lorsque vous constaterez que ces migrants-là sont en train de périr sur la Méditerranée, surtout du côté éthiopien, vous n'en constaterez pas autant au niveau du Maroc. Quand bien même que le Maroc a bien canalisé dans ces migrants-là, vous constaterez que dans les reportages, on vous dira que des gens sont venus de l'Afrique subsaharienne, ils ont passé pratiquement 7 ans sans pouvoir franchir le cap de ces barbelés-là qui lient. Donc, ce sont des accords à grand financement que le Maroc tire. Donc, de toutes les façons, chacun a ses responsabilités à pouvoir donc assumer. Mais, bon, lorsque nous parlons, c'est vrai que c'est aussi entre griffes, lorsque nous parlons, nous disons que c'est entre Africains que cela se passe. Est-ce que, quelque part, cette question de ségrégation raciale où les non-africains ne nous ont jamais considérés comme étant d'abord africains et d'abord les autorités également l'expriment. Et pour certains d'entre eux, ils ne sont même pas en Afrique. Parce tout à qu'on fait. a entendu Tout à fait. Quand ils viennent ici, ils disent nous sommes venus en Afrique. En Afrique, etc. Donc je pense que lorsque vous prenez ces nationalités-là qui sont aujourd'hui victimes, vous constaterez que pour la plupart du temps, ce sont des nationalités de sub-sahariens. Et donc pour eux, ce sont des gens amatés et je pense que ce n'est pas pour la première fois d'ailleurs même lorsque vous prenez le Haut Commissariat pour les réfugiés, etc. Ils sont revenus pour la plupart du temps sur le traitement inhumain que subissent ces migrants-là, pas pour transverser. C'est vrai que c'est le côté visible de l'iceberg que nous voyons parce qu'il y a eu un acte qui a conduit malheureusement à des morts d'âme qui se posaient, donc se pose la question. Mais c'est très important que le sujet puisse toujours être posé. Moi, je pense qu'on n'en débat pas assez. Aujourd'hui, ces migrants en grand nombre ont forcé à pouvoir donc traverser cette enclave-là, ça voudrait dire quelque part qu'il y a une maîtrise plus ou moins au niveau de la Libye, puisque depuis un moment, vous allez constater qu'il y en a, mais la fréquentation est beaucoup plus moindre. Donc, mais ce que moi j'aimerais dire, c'est que c'est trop facile de toujours accuser nos dirigeants de ne pas planifier des politiques de maintien de ces jeunes-là en Afrique. Vous venez aux solutions. Allons-y. Voilà. Ouais. Et de ne pas toujours planifier dans des politiques pour donc contenir ces jeunes-là. Ce n'est pas toujours évident, puisque lorsque vous voyagez, surtout dans ces camps de réfugiés, que ce soit en Occident ou dans ces pays maghrébiens, Éthiopie, Maroc, etc., même la Mauritanie, où certains essaient toujours de pouvoir donc contourner pour joindre l'autre bout, vous leur posez la question, vous constaterez que c'est déjà ancré dans la tête. Ces jeunes-là vous disent que voilà, l'Europe ou rien. Voilà, je ne peux que trouver mon bonheur. Voilà pourquoi des gens mettent d'ailleurs même leur vie en danger pour dire voilà, je peux mourir, etc. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Moi, j'aimerais quand même que, quelque part également, cela, il faudrait quand même que les images d'atrocités que vivent nos concitoyens, que vous prenez au niveau de l'Europe lui-même, parce que vous constatez que des gens sont là, entachés dans des camps de réfugiés pendant des années, 8 ans, 7 ans. D'autres même font 10 ans. Vous êtes coupé du monde. Voilà. Donc, on se pose la question de savoir comment vous pouvez mettre votre vie à contribuer pendant 8 ans sans rien faire. Vous posez des questions. C'est vrai que la mentalité est d'aller, sont des migrants économiques, d'aller trouver le bien-être. Mais au même moment, qu'est-ce que nous avions réussi donc à essayer? Nous prenons nos pays. C'est vrai que ces politiques-là ne sont pas à la hauteur des souhaits, mais ça existe.
Lorsque vous prenez des jeunes, c'est pourquoi moi j'aimerais véritablement que le gouvernement puisse toujours renforcer ces dispositifs sécuritaires et faire en sorte que tous ceux qui partent de l'Europe, lorsqu'ils viennent, ils trouvent des jeunes qui ont pu exceller, qui ont pu réaliser que eux qui étaient donc là-bas. Il y en a, et là, vous parlez de dispositifs sécuritaires. À part ces dispositifs, il faut aussi des dispositifs qui puissent permettre à ces jeunes de rester au pays. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ces dispositifs-là existent. Mais étant donné que tu es dans une logique déjà, c'est carré dans la tête que mon bonheur, je ne peux que l'avoir à l'Occident. Tout ce qui est ici, vous balayez ça du revers de la main. Et ce sont ceux-là même qui n'ont pas connaissance de ces politiques-là, qui découragent. Bon, on parle du Togo, oh, laisse ce pays-là, tel. Donc, nous avons ce process-là de pouvoir professer de l'autoflagellation sur nos pays, sans même connaître ces politiques-là. La même chose s'est produite lorsque vous prenez le recensement des Togolais de l'extérieur, lorsqu'on pose la question, voilà, quel est le but de pouvoir donc se faire recenser? C'est justement celui qui n'a même pas cherché à savoir pourquoi. Quel est le bénéfice de pouvoir donc se faire recenser? C'est eux-mêmes qui découragent les autres là, en disant que voilà, au pays, rien ne marche, il y a tel. Ils vont même au-delà de ce qui en existe. Or, nous avons des politiques où chacun peut essayer. C'est vrai que ce n'est pas forcément ce que l'on voudrait, mais quand même, plus que d'autres pays, mais moins également que d'autres, les pays africains planifient des politiques qui peuvent amener ces jeunes-là à réussir. C'est pourquoi je dis, ceux qui excellent, que cela ne soit pas théorie. Il faudrait quand même qu'on puisse les toucher du doigt, faire en sorte que ces jeunes-là puissent davantage exceller. Puisque ce qui les amène là-bas, c'est que ce jeune-là, il est parti en un rien de temps, il est revenu, voilà sur ce qu'il est revenu donc bâti. Il faudrait quand même que ces politiques-là aussi aillent dans ce sens-là, faire en sorte que ces jeunes-là puissent davantage réussir. Et lorsqu'ils reviendront, d'autres vont rester. Malheureusement, ce que nous avions constaté, certains, pendant moi, je connais déjà 2 personnes que j'ai eu à croiser ces derniers temps qui sont revenus des États-Unis et avaient en tête de pouvoir venir investir. Ils ne voulaient plus repartir, mais après 6 mois, 7 mois, 8 mois passés, devant eux, ils se sont dit que véritablement, ce qu'on nous dit n'est pas réellement ça. Donc, ils sont obligés, je connais, l'autre est toujours là, mais l'autre est obligé donc de repartir. Or, il était venu pour rester. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait des politiques souples. Ces politiques existent là, mais que ce soit au niveau de la fiscalité, etc., qu'on puisse donc accompagner ces jeunes-là à pouvoir donc rester sur place. Ce serait quand même bon. Parce que, lorsque vous voyez aujourd'hui, je vous dis, moi, j'ai fait une petite comparaison, ne serait que 2020, jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsque vous prenez aussi bien au niveau des concours, que ce soit dans l'armée, que ce soit au niveau de beaucoup, vous constaterez que ce n'est quand même pas à négliger. Ce n'est pas quand même à négliger. Essayons de pouvoir profiter de ces planifications-là au pays. Je pense que cela vous amènerait avec des relations à pouvoir voyager. Si tel est que vous avez réussi, que vous voulez voyager, avec des relations de partenariat avec vous, voyagerez avec toutes les communautés, d'aller donc scruter ce qu'il y a là-bas et d'échanger serait quand même mieux. La mort de ces jeunes Africains dévoile le caractère meurtrier de la coopération en matière de sécurité sur les migrations entre le Maroc et l'Espagne, comme on l'a dit tout à l'heure. Eric Johnson, tout à l'heure, vous aviez voulu proposer des solutions. Nous sommes à vous. Oui, je pense que déjà, en amont, il faut que la politique d'emploi dans nos pays, nos différents pays, soit quand même revue et que cela profite effectivement aux jeunes, aux candidats à la migration vers l'Europe. La première chose à faire, c'est bien cela, créer de l'emploi pour que des diplômés, ceux qui ont quand même fait des formations professionnelles, ceux qui ont quand même des activités et même ceux qui arrivent à créer dans l'art, dans la culture, etc., puissent vivre de ce qu'ils ont appris et de ce qu'ils font. La deuxième chose, c'est la revalorisation du pouvoir d'achat dans nos pays. Vous savez, lorsque aujourd'hui nous sommes rentrés dans la crise sanitaire, ça s'est vite ressenti que nous n'avons pas un pouvoir d'achat. On n'en a même pas. Ça veut dire que les gens manquaient de moyens pour pouvoir survivre déjà. Et donc, vous avez vu tout ce que cela a engendré. En réalité,
Dieu nous a aidés. Nous n'avons pas eu beaucoup de morts avec la crise sanitaire là, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont développé certaines maladies, certains symptômes de maladies si graves qu'aujourd'hui, même à la fin, on n'est pas à la fin, ça continue vers la fin de la crise sanitaire, ça se ressent et le peu qu'ils ont, ils se retrouvent avec ça dans les hôpitaux. La troisième chose à faire, c'est d'essayer de négocier, d'avoir une bonne coopération, comme on le dit dans le jargon diplomatique, gagnant-gagnant, avec nos partenaires. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe constitue un vrai partenaire pour nos pays. Mais comment se fait-il que nos citoyens qui veulent aller en Europe se retrouvent avec ces difficultés, sont obligés de forcer les choses jusqu'à perdre leur vie? Si nous étions vraiment des partenaires, comme on le dit, parce que excusez-moi, mais le petit Européen peut facilement quitter chez lui, même si c'est à moto, si c'est à vélo, à bateau, venir chez nous. Et on applaudit même. Oui, il peut venir s'installer même, commencer un business, alors que l'inverse n'est pas vérifié. Ouais. Donc, c'est que nos États négocient sincèrement ce type de partenariat que nous avons avec les pays européens. La dernière chose, c'est quand même au niveau de nos États même. C'est-à-dire, si je prends le Togo et le Maroc, s'il y a un Togolais qui se retrouvait dans une telle situation, que l'on puisse l'extrader facilement vers son pays d'origine pour qu'il retrouve ses parents, au lieu de le maltraiter et peut-être même jusqu'à la perte de sa vie. La coopération sud-sud aussi, elle est importante. Et je crois que c'est un ensemble de facteurs qu'il faut aujourd'hui revoir pour que de telles situations ne se répètent. Le Maroc a raison aujourd'hui de limiter quand même ces passages forcés, parce que le Maroc a signé un partenariat, une coopération avec l'Espagne. Et donc, c'est dans le respect de ce partenariat que le Maroc bloque ces migrants-là chez lui. Maintenant, quand vous arrivez à arrêter des gens qui voulaient forcer, quand vous les arrêtez, mais traitez-les comme des humains et non comme des animaux. Et tout ça, peut-être dans leur pays. Oui, même. Aujourd'hui, le Maroc tente de rentrer dans la CEDEAO. Oui. Et il ne faudrait pas que ce soit uniquement un partenariat économique. Il faut aller au-delà. La sécurité de nos citoyens aussi importe. Et la dernière fois, le Togo et le Maroc ont également signé un accord où vous pourrez aujourd'hui aller au Maroc sans visa. Sans visa. Et donc, si ça peut se faire, je me retrouve dans une telle situation, on n'a qu'à tout simplement signaler cela à mon ambassade ou aux autorités de mon pays pour qu'on puisse me rapatrier. Ce bilan est le plus meurtrier, il faut le préciser, jamais enregistré lors de nombreuses tentatives de migrants subsahariennes de pénétrer à Melilla et dans l'enclave espagnole voisine de Ceuta, les seules frontières terrestres de l'Union européenne avec le continent africain. Est-ce que, Adam Adjornou, selon vous, l'Espagne et pas ricochet, le Maroc seront sonnés jusqu'au bout, ou bien on va en parler sur les médias, et puis on va pas passer du temps à en parler et puis ça va passer. C'est vrai que le bilan est lourd, mais ce n'est pas la première fois. Non, nous n'avons pas de politique ambitieuse de protection d'abord de nos citoyens. Lorsque vous prenez, c'est vrai que
vous prenez les pays, ne sont pas logés dans le même enseigne, vous allez constater que d'ailleurs même lorsqu'on parle de cette drame-là concernant par exemple un pays, vous n'entendrez jamais qu'il y a une politique digne de ce nom où le pays réclame avec acuité donc à retrouver pratiquement les traces ou pratiquement une enquête qui puisse situer les responsabilités et aller jusqu'à créer des bruits diplomatiques comme ce fut le cas dans les pays occidentaux, ce qu'on constate. On le voit souvent avec ces pays, hein, voilà. Ils vont jusqu'au bout. Tout à fait. Or, chez nous, en Afrique, rares sont ces pays-là qui agissent comme tels. C'est ce qui, d'ailleurs, même, lorsque ça se passe, on en parle et puis c'est classé sans suite. C'est ce qui va aussi... Quelle explication on peut donner à cela? L'explication, c'est réellement d'avoir des politiques ambitieuses, de pouvoir donc recadrer les migrants que nous avons. Vous avez, pendant le Togo, où lorsque la vague des Ivoiriens s'est défrayée au niveau du Togo, c'est vrai, au-delà de l'État, voilà, au-delà de l'État, il y a le RCA, etc., qui ont essayé de pouvoir cadrer ces migrants-là, ou pratiquement ces réfugiés-là, ou certains, d'ailleurs même aujourd'hui avec la politique d'Alassane Ouattara, qui a mis sur place une politique ambitieuse de rapatriement de ces Ivoiriens-là, beaucoup ont refusé pratiquement de rentrer encore dans leur pays. Or, pourquoi maintenant dans ces pays-là, on ne peut pas avoir de ces politiques-là? Puisque l'essentiel, c'est vrai, c'est de les contenir, de les conscientiser. On a vu Mohamed Bazoum qui a intercepté un certain nombre de migrants en leur conseil, etc. Mais au-delà de ça, quelles sont les politiques que nous mettons? Puisque l'Afrique souffre d'un même problème. D'ailleurs, même lorsque vous prenez les proportions, on a tendance à dire que nous voyageons entre nous, pays africains, et c'est une infime partie seulement qui rejoint donc l'autre bout. Ouais. Pourquoi ces politiques-là, on ne va pas mettre ces politiques-là en place pour contenir nos jeunes? Parce que quelque part, si tel est qu'on met des politiques de pouvoir donc les permettre de pouvoir donc être actifs au niveau du Maroc, leur donner des dispositions, je pense que c'est déjà une bonne chose. D'abord, et le Maroc lui-même, il n'est pas prêt à pouvoir contenir cette vague-là sur son territoire. C'est là où le bas blesse. Donc je me dis, il faudrait qu'au-delà de l'aspect diplomatique qui permet de pouvoir fréquenter ces pays-là aisément, il faudrait quand même qu'on mette des politiques qui puissent permettre de s'accepter de part et d'autre. Et surtout, parlant aussi également de solutions. Moi, aujourd'hui, je tombais des nuits quand le ministre délégué auprès du ministre de l'enseignement technique, puisque vous savez, aujourd'hui, il y a le CAP qui se déroule, disait que voilà, la politique, lorsque nous prenons la feuille de route du gouvernement, d'ici 2025, le gouvernement entrevoit construire 30 000 salles de classe. Il y a le problème de main d'œuvre qui se pose. Mais est-ce que nous avons une politique qui puisse permettre de déterminer le fait que combien de maçons, combien de charpentiers, etc. nous avons? Or, vous les voyez, lorsque vous empruntez aujourd'hui la route Togo-Côte d'Ivoire, ce sont des gens, à chaque saison, qui vont là-bas, justement parce que ce n'est pas bien rémunéré. Il faudrait quand même que le gouvernement aussi, parlant dans des solutions, puisse mettre en place des dispositions qui feront que ces jeunes-là puissent être contenus. Et l'une de ces politiques-là, c'est justement que ces jeunes-là puissent avoir, puisque nous avons parlé tout à l'heure de pouvoir d'achat, ce pouvoir d'achat-là se crée. Et lorsque vous dites, voilà, il n'y a pas de techniciens à employer, puisqu'au même moment, on expatrie des gens qui sont 2 fois, 3 fois mieux payés que ce que nous employons sur place, ça décourage. Ouais. Et justement, vous-même, vous créez la vanne pour que ces jeunes-là prennent la rue. Et effectivement, eux aussi arrivés là-bas, ils sont mieux payés. Donc, il faudrait quand même que cela ne soit pas laissé parce qu'il y a un entrepreneur qui a gagné un marché. Mais il faudrait aller au-delà les ouvriers qui sont sur ce terrain-là. Combien on leur paie? C'est en ce sens que nous pourrons donc créer un pouvoir d'achat. Puisque ça ne se décrète pas. Il faudrait que ces politiques ambitieuses-là puissent permettre à ces jeunes-là, sachant pertinemment que ce que je gagnais ailleurs, là-bas, en allant en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo-Brazzaville, etc. Puisque vous les voyez, les Togolais aujourd'hui, quand on dit qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, allez dans ces pays-là, vous les verrez en masse. En Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, majoritairement également au niveau du Gabon, ils sont là en masse. Parce que lorsqu'on compare ce qu'on vous paie ici et ce qu'on vous paie là-bas, le choix est clair. Donc je pense qu'il faudrait que déjà, il y a des initiatives qui sont là, mais ces initiatives-là doivent aller au-delà, voir véritablement combien on pèse à ces jeux-là pour les contenir. C'est très important. Alors, Eric Johnson, on a vu la réaction de l'Union africaine par le biais de Moussa Faki. Oui, ce qui est à saluer. Mais souvent, on le voit au niveau des Occidentaux. Adam l'a précisé tout à l'heure. Quand un Français a un problème quelque part, c'est d'abord la France qui réagit. Qu'est-ce qui peut expliquer le silence radio, si on peut le dire, de ces pays?
Non, vous savez, c'est vrai que Moussa Faki Mahamat a réagi au nom de l'Union africaine, mais je pense que, comme vous le dites, c'est très insuffisant parce que au-delà de la réaction, je ne pense pas qu'il y aurait une action envers le Maroc et l'Espagne. Mais nos pays, vous savez, on vous parlera également de moyens. Et on vous dira également qu'il y a eu suffisamment de sensibilisation pour que les gens ne prennent plus le risque de traverser la Manche pour se retrouver en Europe, car c'est très dangereux. Mais il ne faudrait pas juste dire la chose de cette manière, mais il faut voir qu'est-ce qui pousse, la raison pour laquelle ces jeunes-là quittent leur pays pour se retrouver dans ces situations. C'est vrai qu'il faut que tous les États, tous les pays africains dont sont originaires ces migrants-là réagissent. Mais sur le plan diplomatique, qu'est-ce que ça va apporter? Parce que vous pourrez condamner aujourd'hui le Maroc, mais vous avez une coopération dans tous les sens avec le Maroc. Qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'il y a coopération, il faut oublier ça vite. Ah mais attention, la géopolitique aujourd'hui dans le monde, elle est très sensible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a certains pays qui ne déploient pas tout de suite une communication autour de la chose, mais qui font des négociations un peu cachées en coulisses pour pouvoir rapatrier leurs compatriotes. Parce que si vous prenez deux pays frontaliers comme le Togo et le Bénin, lorsque le Togo va aller chercher ses enfants, vous imaginez les Béninois qui sont là, ils vont tendre aussi la main. Ouais. Les Ghanéens qui sont là, ils vont tendre aussi la main. Donc, les gens essaient de faire, dans la mesure de leurs possibilités, des négociations pour quand même essayer. Et là encore, il faudrait que ces candidats à la migration soient d'accord qu'on les rapatrie. Oui, oui. Des fois aussi, ça frise la liberté individuelle. Et voilà. Et vous savez aussi qu'il y en a qu'on a rapatriés, mais qui, du jour au lendemain, sont repartis. Et donc, ça fait que il faut trouver le juste milieu pour pouvoir agir. Je crois que, évidemment, comme le font les pays européens, les pays occidentaux, on fait un peu de boucan autour de l'arrestation d'un compatriote dans un pays. Mais après, c'est le silence. Oui, mais là, le domaine dans lequel nous sommes, c'est-à-dire une migration forcée, je ne pense pas que forcément on a besoin de cette communication. 30 secondes, oui, Adam. Vous constaterez d'ailleurs même que cette politique-là des Africains qui ont d'ailleurs même failli, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, sont aujourd'hui pratiquement des armes de dissuasion ou pratiquement de chantage avec les pays occidentaux. Vous voyez ce qui se passe avec le camp de Moria ou pratiquement en Turquie. Lorsqu'ils réclament quelque chose, c'est cette arme-là. Ils ouvrent la vanne pour que les gens là viennent les envahir. Donc je pense que nous également devons prendre des politiques assez ambitieuses pour stopper ce genre de choses. On nous attend pour le journal. On va marquer la pause et on revient ensuite avec vous, chers invités Adam et Eric.